Après avoir lu des dizaines et des dizaines de livres à ce sujet, écouté des heures de podcasts, testé et appliqué certaines de ces méthodes, voici les 8 meilleurs conseils de productivité qu'il existe selon moi. Et en plus de ça, je te dirai laquelle est la meilleure grâce à une tier list qu'on va faire dans cette vidéo. Et parce que ton temps est précieux, on va directement rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de la vidéo, à savoir classer les 8 meilleurs conseils de productivité qu'il existe. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer d'occasion d'en apprendre plus sur ces sujets-là. Parlons maintenant du premier de ces 8 conseils qui est le Deep Work. Alors le Deep Work, c'est un concept inventé par Cal Newport dans son livre du même nom. Deep Work, en gros, la traduction française, ça veut dire travail profond. Et ce concept, il dit juste que au lieu de viser la quantité de travail, le nombre d'heures passées sur une tâche, il vaut mieux viser la qualité de ce travail-là. Et comment? Eh bien, avec le Deep Work, le travail profond. Et ça se manifeste par le fait que durant ce moment de concentration, il est absolument interdit d'avoir ne serait-ce qu'une seule distraction. Donc évidemment, c'est une manière de travailler où l'on est seul et surtout loin de toute distraction. Donc pas de téléphone, pas non plus de possibilité de voir des messages ou des emails, mais à l'inverse, on est complètement seul face à notre travail. Et ce que Cal Newport indique dans son livre, c'est que lui préconise de faire des créneaux d'1h30 de Deep Work. Et c'est là tout l'avantage. Au lieu de passer des heures entières sur une tâche, se mettre dans les conditions de Deep Work pour pouvoir passer moins de temps, un créneau d'1h30, mais pour le coup, être 100% concentré et donc sûrement plus efficace. Voyons maintenant où cette méthode de Deep Work se classe dans notre tier list. Alors pour moi, le gros avantage du Deep Work, je l'ai dit, c'est le gain de temps. Ça permet de gagner pas mal de temps sur certaines tâches en étant concentré à 100%. Malheureusement, pour moi, le gros point négatif, c'est que ça dépend beaucoup de notre forme du moment. Ça dépend beaucoup de notre état de santé, de fatigue. Et ce qui fait que parfois, ça peut faire rêver, mais ça peut à la fois être difficile de l'appliquer, cette méthode-là. C'est pour ça que selon moi, bien qu'elle soit vraiment excellente, cette méthode, je la placerai dans la deuxième catégorie. Passons maintenant à la deuxième technique des 8 meilleures méthode de productivité qui s'appelle la règle des 1 minute. Cette règle des 1 minute là, c'est une règle de productivité qui a été créée par Andrew Huberman, neuroscientifique et chercheur en neurosciences à l'université de Stanford, qui est une technique pour battre la procrastination. Ou du moins, c'est ce qu'elle prétend. Parce que forcément, quand on parle de productivité, eh bien l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1 contre la productivité, c'est la procrastination. Et c'est quelque chose qui nous touche tous, qui est naturel, qui est normal, qui est dû au fait que forcément notre cerveau va toujours préférer une situation de confort, une situation où il est vraiment à l'aise, plutôt qu'une situation où il a besoin de faire des efforts, besoin de se concentrer, et où ça peut forcément être désagréable. La procrastination étant normale, c'est vrai qu'il est toujours mieux d'essayer de faire en sorte qu'elle nous touche le moins possible, pour évidemment pouvoir passer à l'action et faire le plus de choses possibles dans notre journée. Donc la règle des 1 minute, en quoi consiste-t-elle? C'est simple. Andrew Huberman te préconise de mettre un chronomètre d'1 minute sur ton téléphone, et pendant toute cette minute-là, tu vas fixer avec ton regard, fixer avec tes yeux un point sur ton bureau ou sur ton lieu, sur ton environnement de travail. Et c'est là que c'est très important, sur ton lieu de travail. Ce que ça va permettre à ce que déjà ton cerveau fasse le vide, qu'importe ce que tu as fait avant, ce que tu as pu penser avant de te mettre dans cette minute-là, ça va te permettre de complètement vider tout ça, vider ton cerveau, et en plus ton cerveau va pouvoir assimiler son environnement de travail, l'environnement dans lequel il va pouvoir se concentrer. Et puis à la fin des 1 minute, ça y est, tu es prêt à entamer ce que tu as à faire, tu es prêt à entamer ton travail, avec souvent un peu moins d'envie de procrastiner qu'avant cette minute-là. C'est là le but. Alors si l'on classe cette technique des 1 minute, je la trouve bien et je pense qu'elle peut aider pas mal de gens. Néanmoins, quand on a vraiment envie de procrastiner, pour moi, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de truc magique qui permet de passer au-dessus, si ce n'est juste le fait de s'habituer à pas trop procrastiner. Donc c'est pour ça que je la placerai en 3e catégorie. Passons maintenant à la 3e de ces 8 techniques et voyons si celle-ci peut être classée en top tier ou pas. La 3e méthode, c'est un concept qui est issu de ce livre très connu, Atomic Habits, qui est un livre qui se concentre sur le fait de comment se fixer de bonnes habitudes et surtout te montre le pouvoir des habitudes dans notre vie. Et cette technique-là, c'est une technique que j'appelle la chaîne des habitudes. En gros, le concept clé correspond et répond à une seule phrase: manquer une habitude une fois est une erreur, manquer une habitude 2 fois est le début d'une nouvelle habitude. Et c'est là tout le concept clé de cette technique, c'est que bien sûr, parlons d'abord des habitudes. Les habitudes, c'est un phénomène naturel pour le cerveau parce que qu'importe ce qui se passe dans notre vie, notre cerveau va toujours faire en sorte que nos actions deviennent des habitudes. Parce qu'une fois que ça devient une habitude pour notre cerveau, ça devient tout simplement une situation confortable, une situation de confort. Notre cerveau sait d'avance ce qui va se passer, d'avance ce qu'il va ressentir,
ressentir et ce qu'il va pouvoir faire. Or, le but, bien sûr, si l'on veut une productivité optimale, c'est sur certains sujets d'avoir de bonnes habitudes. Et souvent, malheureusement, les bonnes habitudes, c'est celles qui sont le plus dures à tenir parce que c'est souvent celles qui demandent le plus de concentration, le plus d'efforts. Et d'où cette règle de productivité qui dit de ne jamais manquer une habitude 2 fois de suite. C'est un peu con pour le coup, c'est pas une technique, mais c'est juste un repère mental, le fait de se dire très bien, c'est pas grave si aujourd'hui je fais pas l'habitude que j'avais prévu de faire, mais il faut absolument que demain je la fasse. C'est le fait un peu de reposer sur l'élan qu'on a, le fait qu'on est habitué à faire quelque chose, ça devient tout de suite moins difficile. Il faut pas laisser de place dans notre vie à une nouvelle habitude, d'où cette règle de la chaîne des habitudes. Pour le classement, je la trouve vraiment très puissante cette méthode-là, mais pour moi, elle est d'autant plus puissante si l'on fait un suivi de ses habitudes. Et c'est là que vient le problème. Parfois, il peut être compliqué de faire un suivi de toutes ces habitudes, de faire un tableau où l'on répertorie si on a fait ses habitudes chaque jour. Et pour moi, je trouve ça parfois difficile de tous les jours noter si on a fait ses habitudes ou pas, et ça devient toujours très facile de ne pas tenir ce tableau des habitudes. Donc, si on n'a pas ce tableau des habitudes-là, je le placerai en 3e catégorie. Si on a ce tableau et qu'on sait chaque jour quelle habitude on a fait et qu'on peut quantifier les choses, je le placerai là. Mais comme j'imagine que la plupart des gens n'ont pas de tableau qui suit leur habitude, je le placerai en 3e catégorie. Passons à la 4e de ces 8 techniques, et peut-être que ce sera celle-là qui sera classée en 1re catégorie. Alors cette 4e technique, c'est pas forcément une technique, mais c'est plutôt tout un domaine qui touche à la productivité, et c'est l'environnement. Plutôt l'environnement de travail. Donc comme je l'ai dit, c'est pas vraiment une technique en soi, mais c'est plutôt un ensemble de petites choses à faire qui feront en sorte d'avoir un environnement approprié pour travailler. Alors bien sûr, ça va sans dire, l'environnement de travail, ça peut être plein de choses. Déjà, ça peut être notre bureau en tant que tel. Ou quand je dis bureau, ça peut être une table ou un coin, peu importe, mais c'est vraiment se concentrer sur l'endroit où on a l'habitude de travailler. Alors les conseils qu'on peut lire à gauche, à droite sur la productivité, c'est évidemment d'avoir un bureau rangé, de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop d'informations sur le bureau et que notre cerveau puisse être concentré sur ce qu'il doit être concentré et pas sur la montagne de bordel qu'il peut y avoir à côté. Ensuite, un truc qui est vraiment bien appliqué, je trouve, c'est de choisir un endroit qui est dédié à ça, de sorte à ce que quand on s'installe à cet endroit-là, ça peut être un bureau, mais comme ça peut être juste le coin d'une table à manger, peu importe, mais ça fera en sorte que quand on s'installe à cet endroit-là, notre cerveau saura d'avance qu'il doit se préparer à pouvoir se concentrer et à se mettre dans une situation de travail. Ça peut être pas mal aussi. Et puis le 3e conseil d'une perspective vraiment proche du bureau, c'est le fait d'ajouter des plantes. Alors le fait de mettre des plantes, c'est éprouvé que ça augmente la créativité et la productivité de 15 à 20%, et c'est très puissant, et ça coûte rien, et ça marche aussi avec des plantes artificielles. Et si maintenant on prend une perspective plus large, il y a un autre conseil qu'on entend souvent quand on parle de l'environnement pour la productivité, c'est le fait de régulièrement changer d'environnement de travail, d'apporter un peu une dimension d'aventure, c'est-à-dire une fois aller dans un café à côté de chez soi, une fois aller dans une nouvelle bibliothèque, bref, changer d'environnement de travail. Alors pour classer cette technique, enfin plutôt ce champ par rapport à la productivité qui est l'environnement, donc si l'on part du principe que l'on applique tout ce que j'ai dit là, à savoir les 3 conseils pour un environnement plus restreint et le conseil de parfois changer d'environnement, je pense que ça peut être classé en 3e catégorie parce que c'est vrai, avoir un environnement rangé avec des plantes, ça peut aider, mais je trouve que ça fait pas tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent à travailler dans un environnement, qu'importe, il peut être vraiment n'importe, il peut être en bordel, ils peuvent travailler dans une salle d'attente de chez le médecin, ils peuvent travailler partout, et je sais que l'environnement, c'est pas forcément ce qui fait foi. Et le truc, c'est que si l'on applique tout, je le placerai en 3e catégorie, mais comme la plupart des gens n'appliquent pas tout, ça peut être compliqué, on n'a pas tous forcément des plantes chez soi, ou c'est naturel parfois d'avoir un peu de bordel sur son bureau, c'est pour ça que je le placerai en 4e catégorie, parce que franchement, il y a plein de choses qu'on peut faire et on peut quand même réussir à être très productif même avec un environnement qui n'est pas approprié. La 5e de ces 8 méthodes, c'est la méthode 3-3-3. Alors quand on parle productivité, on parle souvent aussi de planification. Le fait de planifier ce qu'on veut faire, ça engendre souvent un gain de productivité. Et là, c'est une méthode qui est 100% concentrée sur la planification. Parce que oui, c'est bien de planifier, mais sur quoi on doit se baser pour savoir si ce qu'on a planifié, ça nous mène vers plus de productivité ou au contraire, ça nous met un peu de désordre parfois. Et bien là, la méthode 3-3-3, elle t'indique une loi à suivre quand tu planifies tes journées qui te permet d'indiquer si ta journée a été productive ou non. Donc que veut dire 3-3-3 ? Eh bien c'est simple. Le premier 3, c'est que pour passer une journée productive, tu dois passer 3 heures sur la tâche la plus importante du moment. Le deuxième 3, c'est 3 tâches plus courtes que tu dois faire durant la journée. Et le dernier 3, c'est de faire 3 tâches routinières durant ta journée. D'où la méthode 3-3-3. Alors pour classer cette méthode-là, considérant que c'est parfois compliqué de savoir
quoi planifier et à quel moment de la journée, je pense que si on applique cette méthode, et là je parle vraiment du principe que si on l'applique, il y aura forcément un énorme gain de productivité. Forcément. Parce que si tu bosses, imagine, si tu bosses 3 heures par jour sur ton projet, de plus tu fais des tâches routinières et tu fais encore 3 tâches plus courtes, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu seras forcément productif. C'est pour ça que je place cette méthode dans la deuxième catégorie. La sixième des méthodes qui sera peut-être placée en première catégorie, on va voir, c'est le fait d'utiliser l'élan. Tout petit truc, vraiment rapide. Alors ça, c'est vraiment un tout petit conseil vraiment rapide et qui touche aussi tout ce qui est lié à la procrastination. En gros, en quoi ça consiste? Ça consiste d'enchaîner 2 tâches difficiles, sans forcément de pause, pour faire en sorte de ne pas laisser la place à ton cerveau de te trouver des excuses, de vouloir repousser la deuxième tâche difficile. Donc je m'explique, si tu as quelque chose à faire de difficile dans ta journée, je sais pas, travailler sur quelque chose, tu fais ta session de travail, et que par après tu avais prévu de faire une séance de sport. Eh bien il peut arriver qu'après avoir fait ta session de travail, qui t'a sûrement un peu fatigué, tu te dis bon maintenant je mérite une vraie pause, je vais prendre une pause. Sauf que le fait de faire ça peut parfois faire en sorte de laisser la place à ton cerveau d'inventer des excuses pour ne pas faire la séance de sport que tu avais prévu de faire par après. Et c'est pour ça que c'est là qu'est utile cette technique d'utiliser l'élan. C'est de immédiatement après avoir fini une tâche difficile, de immédiatement switcher sur l'autre tâche pour ne pas laisser la place à ton cerveau de te créer des excuses. Et ça, c'est vraiment pour le coup un truc assez simple qu'on peut tous utiliser au quotidien et d'avoir en tête que si on enchaîne les choses de sorte à ne pas donner le temps au cerveau de trouver une excuse, eh bien ça nous permet peut-être au final de faire plus de choses difficiles dans une journée qu'on aurait pu le penser avant. Du fait que c'est pas une grosse technique et que c'est pas quelque chose qui change la vie non plus, je peux pas le classer tout de suite devant, mais c'est quand même un truc qui est vraiment utile au quotidien si on l'applique et qui, au final, si on prend un peu de recul sur une journée entière, peut nous permettre d'être bien plus productif. Donc je vais le mettre dans la troisième catégorie. L'avant-dernier conseil de productivité, donc le 7e sur 8, qui pourrait être celui classé numéro 1, c'est le fait de programmer son lendemain. Alors ça, je ne saurais pas vraiment dire qui est à l'origine de cette technique ou de ce conseil, si on pourrait appeler ça. Il n'y a rien de particulièrement fou, de particulièrement innovant. C'est juste peut-être une façon de faire, une habitude à prendre, de programmer sa journée du lendemain, la veille, souvent la veille au soir. Alors ça, je dois dire que c'est quelque chose qui, selon moi, change tout. Je peux moi-même dire de ma propre expérience que les jours où je ne programme pas mon lendemain, où je me dis bon, on verra bien, je vois à peu près ce que j'ai à faire demain, on verra bien ce qui va se passer, on verra bien ce que je vais faire, je peux dire que je suis au moins 2 à 3 fois moins productif que les journées où je sais clairement ce que je dois faire, où tout est programmé, que de telle à telle heure je dois faire ça, en précisant la manière dont je dois la faire et le résultat que je dois avoir. Ça change complètement mes journées et complètement la manière dont je suis productif. Donc je suis convaincu que ça sera aussi peut-être ton cas si tu programmes ta journée du lendemain. Du fait que notre cerveau l'a assimilé déjà depuis la veille et a pensé à ça, ou du moins le savait durant une nuit entière, fera en sorte que tu seras beaucoup moins susceptible de repousser tes tâches et donc bien plus capable de faire ce que tu veux faire en temps et en heure. Et c'est là le point important, parce que si l'on classe cette méthode de programmer son lendemain, pour moi incontestablement, du fait que ce soit complètement simple et une habitude simple à prendre pour tout le monde, et qu'on voit les résultats que ça a de programmer sa journée la veille au soir, c'est incontestablement le conseil numéro 1 en productivité. Passons maintenant au dernier de ces 8 conseils, qui est appelé le Feel Good Productivity. Alors pourquoi ce nom? Ce nom tout simplement parce que c'est le nom du livre de Ali Abdaal, qui est connu comme étant sûrement l'expert mondial, du moins sur YouTube, sur la productivité. Et donc je l'ai dit, il a sorti un livre de ce nom-là, où il donne tout un tas de conseils, tout un tas d'explications sur certaines choses liées à la productivité, mais d'où la leçon majeure est que pour être productif, avant même d'appliquer tout un tas de conseils, avant même de faire attention à tout un tas de choses dans sa vie, avant même de penser à la discipline et tout ça, ce qu'il faut faire absolument pour être productif, c'est se sentir bien dans ce que l'on fait. Et ça, de manière générale, eh bien, comment on peut faire pour se sentir bien dans tout ce que l'on fait? Parce que parfois, c'est vrai, on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, on fait des choses qu'on n'aime pas forcément, mais on est obligé de les faire. Il y a parfois des choses qu'on n'aime pas faire et c'est inévitable. Et voir la productivité de par le spectre de aimer ce qu'on fait, kiffer ce que l'on fait, prendre du plaisir et se sentir bien, je crois que suivre ce conseil-là, si vraiment on essaye d'appliquer cette mentalité-là, d'avoir cette mentalité-là avec ce qu'on fait, ça peut vraiment changer beaucoup de choses liées à la productivité. Alors je ne le mettrai pas en numéro 1, bien qu'il pourrait, tout simplement parce que c'est vrai, parfois ça peut être compliqué de voir le positif et il ne faut pas se voler la face. Parfois voir le positif dans quelque chose, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que bien que cette méthode est très très puissante, je vais le placer dans la deuxième
catégorie. Ça y est, on a maintenant notre tier list complète des 8 meilleures méthodes, des 8 meilleurs conseils pour la productivité. Je rappelle que cette tier list est selon ma propre expérience et mon propre avis là-dessus. Donc dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec mon classement ou si éventuellement tu changerais quelque chose. C'est super important et j'ai hâte de connaître ton avis. Alors ensuite, bien sûr que tu peux appliquer ces 8 méthodes dans ta vie, mais c'est pas forcément ça le sujet. Essaye de trouver, selon toi, parmi ces 8 méthodes, celle qui te correspond le plus, celle qui te plaît le plus, celle qui pourra t'aider le plus. Et même si c'en est qu'une, applique-la déjà et ça pourra vraiment déjà changer quelque chose dans ta manière d'être productif. Alors après, bien sûr, s'il y en a d'autres qui te plaisent et que éventuellement tu vas en appliquer 2, 3, 4 ou 5, libre à toi. Et bien sûr, plus tu en appliqueras, mieux ce sera. Mais faut pas se mentir, moi non plus, j'applique pas tous les jours ces 8 méthodes. Il faut pas trop se mettre la pression avec ça non plus. Il faut aussi se laisser vivre, prendre un peu de recul sur les choses. Néanmoins, le fait d'avoir en tête ces 8 méthodes et ces 8 conseils de productivité et de temps à autre les appliquer quand on a une difficulté, qu'on procrastine par exemple, qu'on se demande comment planifier nos journées, peu importe, et bien juste de se rappeler que ces 8 conseils-là existent et qu'on peut éventuellement les appliquer dans notre vie. Si tu as aimé cette vidéo ou pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer d'occasion d'en savoir plus sur ces sujets-là, car surtout n'oublie pas qu'on n'en sait jamais assez.